Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens en partenariat avec le quotidien La Croix, avec Radio Notre-Dame et les radios chrétiennes en France. Notre invité aujourd'hui est Jean-Vincent Placé, sénateur de l'Essonne, président du groupe écologiste au Sénat. Bonjour Jean-Vincent Placé, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour votre invitation. Vous êtes réputé pour être l'éminence grise des écologistes, voire, disent certains, le tonton flingueur, nous verrons tout à l'heure. En tout cas, venu du Parti radical de gauche, vous êtes un élément essentiel du pacte majoritaire, notamment au Sénat, lequel Sénat n'a pas voté la loi de finances, n'a pas voté non plus la loi sur les retraites. Nous reviendrons sur ces questions. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Mathieu Castagnier pour La Croix. Bonjour. Bonjour. Par Benjamin Rosier pour RCF. Bonjour. Et par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Alors, une toute première question désagréable, Jean-Vincent Placé. Le Canard enchaîné nous a expliqué que vous devez toujours, depuis plusieurs années, 133 amendes non payées pour un montant de 18 000 euros pour des infractions au code de la route. Allez-vous faire amende honorable, Jean-Vincent Placé ? C'était facile à faire. Et puis, quand les amis ont vu que je venais chez vous, ils ont dit ah bah c'est bien, tu vas pouvoir faire contrition et repentance face aux chrétiens. Mais déjà, bon, l'information est fausse, hein, je tiens à le dire, hein, parce que depuis 2010, j'ai payé les amendes en question. Et ce dont je discute, mais comme tout citoyen, c'est la question des pénalités de retard qui font le 2/3 de la somme en question. Après, je n'essaie pas de fuir la responsabilité. C'est une histoire qui revient assez régulièrement, généralement au moment où c'est difficile pour soit les Verts, soit pour moi. Donc bon, j'ai compris qu'il y avait ce jeu-là qui était lié, je l'ai dit, peut-être à une certaine notoriété ou un certain poids politique. Après, je le dis aussi très clairement, hein, ce sont des faits qui remontent à avant 2010, mais ils sont inexcusables. Hein, c'était surtout pour un élu, par rapport à l'exemplarité, pour un écologiste en plus. Et je le dis aussi parce que c'est réel. C'était une période où j'avais beaucoup de problèmes personnels. Ça arrive aussi aux élus. J'ai été complètement négligent et que ces faits, voilà, je les regrette et quelque part, y compris pour l'image du mouvement et pour mes propres amis, je leur présente vraiment mes excuses les plus sincères. Voilà. Très bien, merci pour cette confession. Non, mais comme vous l'avez, ça me fait l'occasion de le faire. Voilà. Même si, bon, je ne suis pas non plus aveugle sur les amis politiques qui relancent ça au moment opportun. Une première question vous est posée par Mathieu Castagnier pour La Croix. Vous disiez que cette affaire ressurgit périodiquement quand les écologistes sont en général pas très en forme. Et oui. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont pas très en forme en ce moment. Oui. Vous sortez d'un congrès qui avait donné une courte majorité à la motion majoritaire que vous défendez. Cette motion a volé en éclats 15 jours plus tard. Où en sont les Verts ? Est-ce qu'il reste un parti doté d'une direction stable ? Est-ce qu'il reste un allié crédible ? Est-ce qu'il reste un apport, un plus pour cette majorité ? Jean-Vincent Placé. Mais déjà, bon, je me permets de dire qu'il y a des éléments de votre analyse qui sont effectivement justes et j'y reviendrai. En revanche, une majorité courte, bon, il y a eu une triangulaire au deuxième tour d'un congrès, hein, comme il y a pu en avoir d'ailleurs au Parti socialiste. On fait 55% et le deuxième fait 39%. Donc bon, c'est pas si court que ça. Voilà, il y a une majorité qui est claire, qui est nette, qui d'ailleurs a plutôt voulu, à la différence de probablement ce qui se faisait depuis 18 mois, avoir un message plus cohérent, plus compact, tant sur le fait d'être clair sur la participation gouvernementale, qu'être clair aussi sur les critiques sur la politique économique et sociale, et particulièrement aussi les manques écologistes. Donc évidemment, puisqu'on est dans les confessions, il y a aussi les jugements de Salomon, donc ça donne un peu un équilibre, mais c'est cet équilibre-là qui a été recherché, qui je crois s'incarne dans la personne... Cet équilibre ? Oui, de Emmanuel Cos, notre nouvelle secrétaire nationale, hein, qui, je crois, dit les choses très clairement depuis 2 semaines dans le mouvement. Il y a eu, vous y faisiez référence, bon, je pense à un épiphénomène de la désignation des candidatures européennes qui a été, comme souvent, compliqué chez nous, mais bon, quand je vois comment ça s'est passé au Parti socialiste et quand je vois comment ça se préfigure à l'UMP, bon, je me dis que c'est malheureusement le lot des partis politiques et de leur mode de désignation aujourd'hui, même si probablement on devrait essayer de faire mieux que les autres, mais c'est jamais évident. Donc
voilà, on est dans une situation aussi où, incontestablement, depuis 18 mois, on a été en posture défensive. Moi, j'ai la prétention d'avoir beaucoup pesé pour que les engagements sur les gaz de schiste soient tenus. On a vu que le ministre Philippe Martin n'avait pas donné les permis de construire, les permis d'exploiter. C'est peut-être la proximité avec la ministre du Logement qui fait cela, mais les permis d'exploration et d'exploitation à différentes entreprises. Donc là, les choses sont claires. Le président de la République a également réaffirmé son orientation de 75 à 50% pour l'énergie nucléaire, avec la fermeture de Fessenheim en 2016. Donc ça, ce sont des acquis. La contribution climat-énergie va se mettre en place dès l'année prochaine. Ça, c'est également un acquis. Après, c'est vrai qu'on ne réussit pas à positiver assez le message écologiste, en particulier sur le plan industriel, en particulier sur le plan économique, en particulier sur le plan entrepreneurial. Et il me semble que ça sera une des tâches d'Emmanuel Causse et de nous-mêmes aussi, et y compris, puisque je suis encore face aux chrétiens, peut-être une forme de mea culpa de ma part d'avoir, très sincèrement, et sur les convictions, peut-être un peu forcer le trait dans la critique. Donc il faut qu'on trouve un équilibre, mais il faut aussi, et je l'ai dit au Premier ministre hier, lors du repas de la majorité avec les chefs de parti et les présidents de groupes parlementaires, il faut qu'évidemment cette politique soit soutenue davantage par les forces de la majorité, mais il faut aussi qu'on écoute la diversité des formations politiques, et que, notamment sur la loi de transition énergétique, la loi sur la biodiversité, le budget de l'écologie, en particulier en matière d'énergie, d'eau, de santé, environnement, eh bien, il y ait une écoute attentive des écologistes en 2014. Voilà, c'est ça que j'appelle de mes voeux. Plus d'unité et de rassemblement, plus de social et plus d'écologie. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Justement, vous disiez à l'instant que vous étiez dans le gouvernement, vous avez quand même une place incroyable pour les écologistes depuis belle lurette. Vous avez 2 ministres, un groupe parlementaire dans chaque assemblée, c'est du jamais vu. En même temps, vous critiquez vous-même au Sénat énormément le gouvernement. Ce grand écart peut durer longtemps ou pas ? Je crois qu'il faut recentrer. Je crois qu'il faut recentrer et reconcentrer le message. En partie, c'est pas seulement lié, peut-être un peu aussi, mais c'est pas seulement lié aux échéances électorales. C'est qu'effectivement, il faut que, si j'ose dire, tout le monde fasse un effort. C'est-à-dire que nous devons être plus unitaires et plus vers le rassemblement de la gauche et des écologistes. Et on doit aussi faire en sorte qu'il y ait plus d'écologie. Et aussi, au niveau gouvernemental, il faut qu'il y ait plus d'écoute, y compris d'ailleurs de la majorité parlementaire, des partis politiques, de la société. On voit quand même qu'en fin d'année 2013, au bout de 18 mois de pouvoir, nous sommes confrontés directement à la rue, avec des manifestations quand même, y compris très, très violentes, je pense à la Bretagne. Et le débat qui est nécessaire entre les forces intermédiaires, les syndicats, les partis politiques, les groupes parlementaires, tout cela doit être revivifié pour apporter des solutions qui obtiennent, parce que justement il y a eu collégialité, débat en amont, discussion politique, eh bien obtiennent le soutien de la majorité. Et ça, c'est donc un effort de notre part, bien sûr, vers l'unité. Ça doit être aussi un effort du gouvernement et du président de la République vers l'écoute et le respect de sa majorité, y compris de son opposition sur des sujets de société, par exemple. C'est bien naturel, il faut revivifier la démocratie française. Benjamin Rosier, RCF. Alors, vous avez demandé au président de la République en début de semaine l'établissement du scrutin proportionnel intégral. Est-ce que une véritable représentation démocratique, puisque c'est un peu le but quand même de système proportionnel véritable, est-ce que finalement ça vaut le risque pour vous d'une forte présence dans les assemblées du Front National, par exemple, à l'issue de prochaines échéances ? Jean-Vincent Placé. Pour remettre dans le contexte, j'ai eu le grand honneur d'avoir un entretien d'1 heure avec le président de la République lundi matin. On a quand même parlé de tous les sujets importants, aussi bien la Centrafrique que la question de l'Ukraine, que l'Europe, que les grands projets, bien sûr, en France. Et on a vraiment parlé 3-4 minutes de la réforme des institutions, dont je viens d'ébaucher un peu la philosophie. Et on a parlé peut-être 1 minute 30, 2 minutes de la proportionnelle. Donc j'ai vu que le journal Le Figaro, pour ne pas le citer, on avait réussi à en faire la une, les pages 2 et les pages 3. Bon, pour vous, ce n'est pas une demande forte ? Non, ce n'est pas les préoccupations des Français pour le moment. Donc moi, je m'intéresse à l'emploi, je m'intéresse aux mesures sociales, je m'intéresse évidemment à l'écologie et on s'intéresse aussi aux institutions. Et donc, comme on a balayé l'ensemble des sujets, on a évidemment balayé que d'ailleurs la réforme de l'État, la décentralisation, et j'ai pu me permettre de faire quelques propositions
propositions, je crois, de réformes pour l'année prochaine. C'est quand même mon rôle de président de groupe parlementaire. Et donc, pour revenir sur la proportionnelle, eh bien, oui, il y a un engagement de campagne du président de la République de mémoire qui doit être à hauteur de 15% de proportionnelle, matinée de scrutin majoritaire actuel. Moi, j'ai toujours considéré que le scrutin, soit il était à 50-50 et c'était clair, mais dès qu'on est à 10, 15, 20%, ça complique, y compris le redécoupage des circonscriptions, et on se retrouve dans une discussion avec notamment l'opposition qui est toujours complexe à 1 ou 2 ans du renouvellement. Et donc, comme beaucoup d'autres, comme François Rebsamen, par exemple, mon homologue socialiste au Sénat, j'ai effectivement émis l'idée que cela pourrait être parmi les initiatives politiques qu'on pourrait prendre en 2014 et 2015, le retour à la proportionnelle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, justement, on est confronté directement à la rue, le président de la République, le chef du gouvernement, les institutions sont un peu au bout quand même de la Ve République. Elles étaient probablement très adaptées au général de Gaulle, peut-être encore à Georges Pompidou. Déjà, ça a quand même basculé après avec Giscard d'Estaing. Il y a eu un retour, la 5e, avec Mitterrand. Et là, quand même, en 2013, les institutions de 58, c'est quand même pas scandaleux de les revisiter. Le risque du Front National, il est réel pour vous ? Bien sûr, bien sûr. Après, je vais vous dire aussi, c'est qu'on va bientôt se retrouver et on voit, il y a un élément positif probablement à l'Union nationale, j'ose dire, en Allemagne, parce que par rapport à la force pour Madame Merkel, ça va me paraître à mon avis plus compliqué pour le SPD, mais ça veut dire qu'on va bientôt se retrouver dans ces situations où il y aura l'ensemble des partis, si j'ose dire, traditionnels et républicains, qui seront opposés idéologiquement au Front National. Un Front National qui pourra continuer dans la rue ou sur les scrutins locaux à dire tout et son contraire, les réponses les plus démagogues, les plus populistes qui n'apporteront rien aux Français. Et il me semble que ce serait plutôt logique de faire ce débat au Parlement en les mettant directement face, y compris à la contradiction sur le plan politique. Ce risque-là. Il faut avoir cette cohérence, bien sûr. Après, ça, comme vous l'avez compris, ça doit être fait intelligemment, et puis surtout d'ailleurs avec une discussion préalable avec l'ensemble des formations politiques pour un sujet aussi important pour la vie démocratique de notre pays. Mathieu Castagnier, La Croix. Cette dose de proportionnelle, elle figurait dans l'accord signé entre le Parti socialiste et les Verts pour la séquence présidentielle législative. Est-ce que vous estimez que cette promesse-là et bien d'autres qui sont dans cet accord, en fait, la situation est devenue tellement compliquée d'un point de vue économique et social que tout ça ne pourra pas être respecté? Ou est-ce que vous dites, attention, en 2017, on fera les comptes et tout ce qui était là doit avoir été réalisé pour un nouvel accord? Mais les accords, c'est important, parce que c'est la parole donnée. C'est la parole donnée vis-à-vis des partenaires, c'est aussi quelque part la parole donnée aux Françaises et aux Français. Donc il faut se rapprocher évidemment au maximum des engagements qui ont été contractés. C'est le cas d'ailleurs des fameux 60 engagements de François Hollande. Mais la crise est là. Et la crise est là, donc évidemment sur les questions économiques, budgétaires, fiscales, monétaires, ça impacte, même dans la relation avec l'Europe. Et c'est évidemment, ça impacte aussi les priorités politiques. Donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui que la priorité politique, c'est de faire la proportionnelle. Là, les Français diraient, mais plus largement, ils sont complètement tout ce qui est dans cet accord. Mais tout de même, la réforme institutionnelle, la réforme pour faire en sorte qu'on essaie de redonner corps, d'une part, à l'exécutif, parce que malgré tout, le Premier ministre a un positionnement complexe par rapport au président. C'était voulu au départ soit 5e, mais comme je l'ai dit, ce n'est plus le temps du général de Gaulle, ni de Michel Debré, et la relation exécutif-parlement devient quand même assez autoritaire en réalité. C'est pas dû au Premier ministre, même s'il a de l'autorité et de la fermeté, c'est parce que les institutions font qu'aujourd'hui le Parlement de fait est un peu godillot, ou alors un peu contestataire comme au Sénat, mais ça n'apporte pas pour autant beaucoup au débat démocratique. Le Conseil économique et social environnemental n'est pas suffisamment saisi. Il y a une démocratie sociale à renouveler grâce au Premier ministre, notamment Jean-Marc Ayrault, avec les syndicats, mais bon, ça c'est à consolider. Et donc cette vie démocratique-là, y compris d'ailleurs avec les acteurs philosophiques, culturels et religieux, je pense que tout cela doit être revisité à l'aune d'un nouvel espace de démocratie politique et sociale. Et ça, c'est un enjeu tout de même qui est important pour, y compris, reprendre la main dans la situation où les Françaises et les Français quand même ne se sentent pas beaucoup entendus. Il faut quand même dire les choses.
Mathieu Castagnier. Est-ce que il y a une autre thèse sur la proportionnelle qui serait d'élire le Sénat entièrement à la proportionnelle et de laisser l'Assemblée au scrutin majoritaire? Le président du groupe au Sénat, il en pense quoi? C'est une position qu'on porte. C'est-à-dire que nous pensons qu'il y ait un fait majoritaire à l'Assemblée nationale, ça paraît quand même logique, parce qu'on n'est pas non plus pour la 4ème République, on est pour la 6ème, ce qui n'est pas pareil. Donc que tout le monde soit représenté avec un fait majoritaire. Moi, par exemple, j'avais même proposé qu'il y ait une forme de prime de 25% comme au scrutin régional. Vous voyez, il y a beaucoup, mais il y a autant de... c'est un peu comme pour l'équipe de France de foot, il y a autant de modes de scrutin que d'élus, donc il faut trouver des synthèses. Et pour le Sénat, oui, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, on a mis plus de proportionnel depuis que la majorité de gauche, derrière Jean-Pierre Bel, est là. Donc 75% des sièges seront élus à la proportionnelle la prochaine fois. Mais c'est pas une vaste proportionnelle. Il n'y a pas d'élu Front National. C'est une proportionnelle à l'intérieur d'un département avec 3 ou 4 élus. C'est pas du tout pareil que d'élire l'ensemble des 333 sénateurs. Nous avons, les écologistes, une proposition précise pour élargir davantage le corps électoral des grands électeurs, si on garde évidemment le suffrage en 2 temps. Très bien. Une dernière question de Alain Baron, Radio Notre-Dame. Toujours en matière électorale, on a beaucoup glosé ces derniers jours sur la présence d'un syndicaliste sur une liste socialiste aux prochaines européennes. Est-ce qu'on parle aussi, voilà, M. Martin de Lorraine, on parle aussi d'un syndicaliste FO qui serait peut-être sur une liste UMP. Est-ce que les Verts vont sortir un syndicaliste pour une de leurs listes? Non, mais moi, je ne vais pas critiquer Édouard Martin, puisque c'est de lui dont on parle. Je trouvais son combat, même si je n'étais pas d'accord sur tout, d'ailleurs, sur Florange, parce que, par exemple, moi, je ne me rangeais pas parmi ceux qui étaient pour la nationalisation partielle qui a été proposée. C'est le dossier ArcelorMittal. Oui, ArcelorMittal à Florange, parce que, bon, je pense que ça ne résolvait pas les problèmes de mettre de l'argent du contribuable dans une activité qui pouvait être bénéficiaire, mais qui n'était quand même pas l'objet principal quand même de l'action de l'État en 2013. Moi, je me pose toujours la question de savoir pourquoi, même si je sais historiquement pourquoi l'État est actionnaire chez Renault. Moi, je suis pas pour développer. Vous n'êtes pas favorable aux nationalisations? C'est pas l'époque. Ça dépend de quoi, mais très sincèrement, dans tout ce qui est du domaine non stratégique. Je suis désolé, on ne peut pas dire que la voiture c'est stratégique. L'énergie, l'armement, d'accord, ou la recherche sur des sujets très très précis, mais là, je ne crois pas. Il faut avoir d'ailleurs, pour le coup, c'est pas non plus un sujet tranché. Il faut être souple, mais c'est vrai que sincèrement, sur ce sujet, je n'étais pas tout à fait d'accord avec les syndicalistes sur place ou Arnaud Montebourg. En revanche, d'évidence, c'est quelqu'un de formidable, Édouard Martin. Donc il a sa place en tête de liste. Avec des convictions, avec une sincérité, avec une aura. Voilà, nous, probablement, on aurait été contents de l'avoir avec nous. Donc, c'est pas parce qu'il va avec les autres que je vais en dire du mal. J'en pense que du bien. Et l'idée d'intégrer des personnalités de la société civile et syndicale, je viens de le dire, c'est plutôt une bonne idée. Donc, vous voyez, il n'y a pas du tout de propos désobligeants de ma part sur quelqu'un. Et j'espère qu'il apportera un nouvel air en politique qui va revivifier justement le débat et que j'appelle de mes voeux. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens et nous nous retrouvons avec notre invité Jean-Vincent Placé, président du groupe écologiste au Sénat. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui est Jean-Vincent Placé, sénateur écologiste de l'Essonne et président du groupe écologiste au Sénat. Il est interrogé dans cette édition par Mathieu Castagnier pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Benjamin Rosier pour RCF. C'est Benjamin Rosier qui pose la première question. Alors Jean-Vincent Placé, lundi, un panel citoyen rend un avis sur la fin de vie qui doit nourrir la réflexion du gouvernement pour un futur projet de loi sur cette question. Dans cet avis, il propose l'autorisation du suicide assisté notamment et d'une exception d'euthanasie. Le président de la République, lui, en juillet dernier, avait parlé d'un débat public national exactement, et Jean-Claude Amessen du Comité consultatif national d'éthique, d'états généraux. On se retrouve avec un jury citoyen, un panel de citoyens. Est-ce que cette méthode ne va pas obérer un débat serein, je dirais, dans les mois prochains sur cette question très sensible? Et pour préciser ce dossier, le ministre des Relations avec le Parlement a annoncé que le président de la République souhaitait un débat sur la fin de vie au Parlement d'ici fin 2014. Jean-Vincent Placé, quelle est votre position? C'est un débat qui est cadré déjà par les engagements du président de la République, qui souhaitait revoir... Oui. Je vois, mais il n'a pas été extrêmement précis. Voilà. Et là, je n'ai plus les termes précis dans
dans ce à quoi il s'est engagé pendant la campagne présidentielle. Mourir dans la dignité. Mais effectivement, il est allé dans une formule qui indique qu'il est tout de même pour le droit de mourir dans la dignité, d'où effectivement l'idée de faire une commande pour le rapport Sicard, qui a souhaité aller plus loin que la loi Leonetti de 2005, donc dans des formules très complexes que je ne vais pas expliquer là, parce que c'est vrai que c'est très dans le détail. La loi Leonetti... c'est une bonne loi, la loi Leonetti? Elle est déjà méconnue et je n'ai pas vraiment l'impression qu'elle s'applique réellement. Et quelque part, de fait, elle ferme la porte justement à la question du suicide assisté et a fortiori encore à l'euthanasie. Et Jean Leonetti, du reste, a répliqué à la vision de ce panel citoyen en disant qu'il s'agissait d'ouvrir un droit à la mort et que pour lui, ça lui paraissait une vraie question. Oui, mais c'est une question fondamentale. Et si on a le débat, évidemment, ici... Alors, quelle est votre position, Jean-Vincent Placé ? Face aux chrétiens, c'est que c'est un sujet très, très, très difficile. Moi, j'y ai beaucoup réfléchi, parce que c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Et de fait, il évolue avec les situations extrêmement douloureuses qu'on a pu connaître. Il y a la famille Imbert, vous vous souvenez de Vincent Imbert et de sa mère Marie. Il y a eu récemment la porte-parole des Verts. Oui, il y a eu le dossier, je crois, de Chantal Sébir aussi, qui avait vraiment, y compris écrit au président de la République, ce qui d'ailleurs avait influé à l'époque sur la position de Nicolas Sarkozy, qui justement avait un petit peu ouvert la porte sur la question du droit de mourir dans la dignité. Et moi, j'ai été bouleversé par le témoignage d'une de mes amies, vous en parlez, Sandrine Rousseau, qui est vice-présidente de la région du Nord-Pas-de-Calais, et porte-parole nationale d'Europe Écologie Les Verts. Et donc, j'ai suivi le décès de sa mère, qu'elle a donc accompagné, qui s'est suicidée chez eux, dans une agonie de 9 heures. Avec la douleur que cela doit représenter. Enfin, oui, je suis très ému parce que, en fait, moi, je trouve ça très, très difficile. Ce sont des sujets qui me touchent beaucoup. Et je crois qu'au-delà de ces faits, mais c'est quand même important, et avec énormément de garde-fous. L'Association pour le droit de mourir dans la dignité de Jean-Luc Romero a fait des propositions de loi qui ont été reprises notamment par notre collègue députée Véronique Massonneau à l'Assemblée nationale, reprises par Corinne Bouchoux, sénatrice, et moi-même, j'ai signé la proposition de loi. Je crois qu'avec évidemment des garde-fous très très importants, avec de la collégialité, avec de l'information du patient et de la famille, avec la question très précise de la personne de confiance, qui, y compris lorsque c'est nécessaire, donne l'autorisation avec l'accord préalable. Et en allant jusqu'au bout aussi du débat sur les soins palliatifs, parce que ça c'est extrêmement important, et dans des conditions très très particulières où la demande est tout à la fois très claire et authentifiée, et tout à la fois où la souffrance est absolue et la fin quasi certaine. D'ailleurs, j'enlève le mot quasi, la fin certaine. Je pense qu'il faut que nous réfléchissions à ouvrir dans notre pays, comme cela se fait par exemple en Belgique, le droit de mourir dans la dignité. Donc le droit au suicide assisté, c'est bien de ça dont vous parlez? Tout à fait, disons les mots, et vous avez raison de les préciser. Et dans ce cadre-là, j'ai une information importante, c'est que dans ce qu'on appelle les niches parlementaires, les espaces réservés, nous avons, avec 2 autres propositions de loi, inscrit dans la niche parlementaire des écologistes début février, fin janvier, début février, nous avons inscrit la proposition de loi pour le droit à mourir dans la dignité. Donc c'est la position du parti? C'est la position des groupes parlementaires et du parti, en effet. Ok. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Les cas douloureux que vous avez cités, on les connaît tous, on en a tous eu aussi dans notre entourage. Faut-il légiférer à partir de cas particuliers, aussi douloureux soient-ils? Et on a l'impression quand même qu'on repousse sans arrêt un peu plus les frontières. Vous dites qu'il faut des garde-fous, mais on a l'impression quand même qu'on les repousse un peu plus à chaque texte. Jean-Vincent Placé. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a toute une illégalité déjà dans les faits. Parce que justement, la loi Leonetti, et je salue le travail de Jean Leonetti, qui est allé jusqu'au bout, y compris de sa propre logique personnelle, pour aller chercher le consensus. D'ailleurs, il l'a obtenu, car la loi a été votée à l'époque à l'unanimité.
Après, comme justement, elle ne va pas jusqu'au bout par rapport à la question du suicide assisté, eh bien, on se retrouve dans de nombreux cas, comme je viens de le décrire, avec la mère de Sandrine Rousseau, avec d'autres cas qu'on connaît très bien. Et aujourd'hui, je pense, franchement, que l'abus de l'illégalité est plutôt dû à la situation actuelle, plutôt que si on légiférait, il me semble. Mais vous voyez, je ne suis pas péremptoire, ni... Voilà, c'est ça la vérité. Je pense que il faut continuer le débat avec les uns et les autres, en particulier, je le dis, avec le milieu médical, qui, je sais, est très réservé, et disons-le aussi, les institutions religieuses, en particulier catholiques, qui sont très, très réservées. Je le comprends par rapport, d'ailleurs, à la foi et à la doctrine de la foi. Donc, je comprends cela. Vous voyez, il me semble qu'il faut continuer ce débat, d'où l'importance d'aller peut-être, effectivement, au-delà du panel citoyen. Justement, même est-ce que si cette consultation citoyenne... ce panel citoyen quand même pose les éléments du débat. Les questions soulevées sont dans le débat. Mais tout de même, cette consultation citoyenne, est-ce qu'elle n'est pas à minima tout de même, Jean-Vincent Placé, sur une question, on en parle depuis quelques minutes, qui est douloureuse et qui est très sensible. Il y a le Conseil national d'éthique, il y a aussi, disons-le aussi quand même, depuis une dizaine d'années, notamment depuis la mise en place de la législation belge, qui est très clair, et moi je pense qu'on pourrait s'approcher de la législation belge. Jusque sur les mineurs, puisque les Belges viennent de légaliser l'euthanasie pour les mineurs. C'est une vraie question. Moi vous voyez, tout à la fois... on vous sent à la fois déterminé et précautionneux, quoi. Je vous remercie parce que j'essaie de trouver justement ma prise de position et déterminée et précautionneux. Je l'entends, c'est-à-dire que, en fait, j'ai vraiment réfléchi et je le dis, parce que parfois on me dit mais le parti, qu'est-ce qu'il dit? Je dis attendez, on peut être écologiste, je pense, en étant pour ou contre. C'est pas sur ce sujet-là qu'on fonde ou pas son existence d'écologiste. En revanche, moi, ayant réfléchi sur le fond, sur les pratiques à l'étranger, sur la réalité des sujets mis sur la place depuis la loi Leonetti, ça a effectivement emporté ma conviction. Après, je vois tellement aussi de difficultés à la mise en place de ce suicide assisté qu'il me semble évidemment que le législateur doit s'accompagner d'une écoute très très étroite de l'ensemble des protagonistes, en particulier médicaux et en particulier religieux. Mathieu Castagnier-Lacroix. Je vous emmène sur un tout autre terrain, mais où peut-être vous allez être aussi déterminé que précautionneux, c'est l'écotaxe. On a le sentiment qu'y compris du côté des écologistes, on a compris qu'elle ne se ferait plus jamais. Non, moi je suis pour l'écotaxe et je souhaite qu'elle se mette en place le plus rapidement possible. C'est la taxe poids lourd, je sais que mes amis disent, il faut que tu dises toujours la taxe poids lourd, mais bon, de fait, les mots parfois sont plus forts que le reste. Qu'est-ce que vous dites aux Bretons, Jean-Vincent Placé ? Mais je dis aux Bretons que cette écotaxe, c'est bon pour eux. Ça va leur coûter 42 millions, ils vont en gagner 135. Visiblement, ils n'ont pas compris. Là. Non, parce que à un moment, et je le dis aussi, ça devient irrationnel. Donc quand ça devient irrationnel, c'est la politique aussi, c'est comme ça. Et l'exaspération de la situation générale, la situation économique, peut-être aussi, je pense, d'une région qui a toujours su beaucoup pris sur elle. Et qui d'un coup, comme les gens qui prennent beaucoup sur eux, d'un coup explose. Voilà, je pense qu'il y a cette réalité-là. Non, mais c'est vrai, la société bretonne, d'ailleurs, par le catholicisme, par le socialisme aussi, parce que c'est devenue une région très socialiste, s'est mise dans une relation, justement, et c'est d'où mon débat avec le Front National que je soulevais tout à l'heure, s'est mise dans une relation très équilibrée de discussion, de respect des institutions. Et à un moment, lorsqu'il y a cette crise, la crise agroalimentaire, la crise européenne, les crises de toutes sortes, les pêcheurs, le poulet, etc. Et tac, il y a une explosion. Cette explosion-là, je le dis, devient irrationnelle. Et le ras-le-bol se manifeste sur une mesure où ils avaient à peu près obtenu tout, toutes les exonérations, y compris la route nationale la plus principale, l'exonération sur la périphicité, donc ça leur coûtait rien, donc 42 millions. Et ils touchaient tout de suite, c'est-à-dire, il y avait un transfert. Ils touchaient 135 millions pour le TGV, d'ailleurs, pour les routes nationales et départementales. Et sauf que là, évidemment, ça ne marche plus la discussion rationnelle parce que l'exaspération est là. Donc en ce sens-là, le report, j'y suis
suis pas favorable, mais je le comprends, voilà, vu la situation. En revanche, et on a l'autre sujet, c'est le contrat EcoMove, c'est le fait d'utiliser une société privée pour prélever une taxe en PPP, pardon. Ça commence c'est-à-dire en partenariat public-privé. On voit les limites du dispositif et quelque part, on va payer des pénalités pendant toute une année parce qu'on reporte. Ça va coûter très cher. Cette écotaxe, mais il faut ça devient quand même un peu absurde. Oui, parce qu'elle est bonne pour la redistribution, y compris en termes intra-régional, et puis bien sûr pour le sujet principal qui est la question du report modal, transport routier, transport ferré. Et je dis, le modèle breton, moi j'étais l'autre jour avec le patron d'une entreprise qui touchait beaucoup d'aides européennes, ça marchait bien manifestement, pour congeler les poulets et les vendre à 90% dans les pays arabes. Moi, je suis désolé, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas un modèle économique. C'est un modèle qui pose problème. Et le porc, on l'élève dans les conditions qu'on connaît, avec les impacts sur l'environnement en Bretagne. On les envoie en Allemagne, mais en réalité en Roumanie et Bulgarie pour l'abattage. Et on fait revenir tout ce petit monde-là pour vendre dans nos... c'est pas un modèle économique, c'est pas possible. Regardez le poulet de Loué, ça marche. C'est plus cher, c'est meilleur, la traçabilité est claire, le produit est bon, et il y a une attente de ça. Tranche de publicité, Mathieu Castagnier. Est-ce que cette affaire d'écotaxe, elle n'est pas symbolique d'une défaite idéologique des écologistes? C'est-à-dire que les gens perçoivent cette mesure comme le symbole que quand on dit écologie, on dit punition, on dit taxe, on dit ça y aura, peut-être ça sera mieux à long terme, mais à court terme, ça coûte plus cher, c'est douloureux. Est-ce que ce n'est pas une défaite des écologistes qui n'ont pas réussi à imposer leurs solutions comme des solutions pratiques? Mais ça, c'est une très bonne question que nous nous posons nous-mêmes. Parce que depuis la crise mondiale, qui d'ailleurs a plutôt commencé ses effets en 2009, c'est ce que je dis souvent, nous, on fait un très bon résultat aux élections européennes en 2009, sur l'Europe fédérale, sur les solutions écolo, qui sont souvent des solutions fiscales, des solutions normatives ou de régulation. Et tac, juste après, la crise arrive et c'est l'échec de Copenhague où les Américains et les Chinois sifflent la fin de la partie en disant écoutez, vous êtes bien gentils, mais on est en crise. Donc les questions de dérèglement climatique, de biodiversité, de fonds verts, ça va pas être possible. Et je me souviens parce que Jean-Louis Borloo, on travaillait avec lui à l'époque sur le sujet de fond, bien sûr, pas sur le sujet politicien. Et on avait vu cet échec-là. Et cet échec-là, quelque part, il a imprimé un reflux mondial, européen et français. Et ce n'est pas seulement lié ni à la présidentielle, ni aux circonstances nationales. Il y a effectivement une idée qui d'ailleurs est dommageable, parce qu'on ne se tourne pas vers l'avenir, parce que nous pensons qu'avec les énergies renouvelables, les transports collectifs, avec la santé environnement, il y a beaucoup de nouveaux, l'agroalimentaire de qualité, il y a beaucoup de nouveaux emplois pour notre industrie, mais il y a de fait un repli productiviste. Et évidemment, vu, y compris un peu la politique gouvernementale, qui ne fait pas beaucoup d'allant sur l'écologie, il y a une image qui s'est installée avec le débat du ras-le-bol fiscal. Déjà, donc, ça suffit la fiscalité et ça suffit l'écologie, ce qu'avait dit d'ailleurs Nicolas Sarkozy, qui est allé nettement avec le Grenelle de 2007 à 2010 et qui, après la déroute des régionales de droite de 2010, avait dit, bon, maintenant, ça suffit l'écologie. Et ces éléments-là font que nous, puisqu'on intègre cette analyse, on a à améliorer notre communication. C'est-à-dire qu'arriver le même été, en arrivant sur le diesel, sur la contribution climat-énergie et sur l'écotaxe, moi je suis, paraît-il, un pragmatique. À un moment, ça ne peut pas être que ça le message. Ouais. Et le message doit être en positif, et notamment sur deux sujets. La question de l'emploi vert. Et donc on doit redire très simplement que les énergies renouvelables de Mme Merkel, oui, je suis désolé, 380 000 emplois, l'industrie nucléaire française, 125 000. C'est pas mes chiffres à moi, c'est Luc Courcel et c'est Henri Proglio qui dit ça. Donc voilà, il y a un problème emploi écolo, notamment, y compris une autre forme d'industrie automobile, une autre forme d'industrie agroalimentaire. Et le deuxième sujet, c'est qu'on a un problème, je ne dis même pas du pouvoir d'achat, parce que mes amis n'aiment pas tellement ce mot qui fait consumériste, mais tout de même, c'est qu'il faut qu'on réduise les coûts des budgets des Français. Et c'est le premier sujet, c'est fracture énergétique.
nous nous tournons vers toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui payent énormément le prix soit du pétrole, soit du gaz, soit de l'électricité. Il faut réduire cette facture-là, d'où les énergies renouvelables. Et un troisième sujet dont on parle assez peu, c'est que tout ce qui est pollution, on attire l'attention sur le coup sur le diesel, tous les problèmes de santé, environnement. Eh bien ça aussi, ça fait gagner de l'argent. Ça ferait gagner de l'argent au budget de la Sécu et évidemment au budget de chacun et chacune des Français. Voilà. Et l'écologie, c'est simple. Voilà, ça va vous faire gagner de l'argent et ça va vous donner des emplois. Allez, donc c'est plutôt sur ces deux sujets-là que nous avons prévu de communiquer en 2014, plutôt que sur les réglementations et la fiscalité. Et une toute dernière question brève pour une réponse brève de Alain Baron. On a évoqué les bonnets rouges. Il y avait d'autres manifestations en novembre. C'était l'affaire Leonarda. Vous aviez joué un rôle particulier puisque vous aviez appelé les jeunes à manifester. J'avais soutenu la mobilisation lycéenne. Beaucoup de gens vous ont voulu. Ce qui n'est pas banal. En effet. C'est pas banal pour un parlementaire d'appeler des jeunes à manifester. Soutien à la mobilisation. Contre des mesures prises par vos alliés politiques qui sont le gouvernement quand même. Est-ce que vous regrettez ce soutien? Jean-Vincent Placé, en 2 mots. Aujourd'hui, je ne redirais pas ça dans les mêmes termes. Mais sur le fond, ça m'avait quand même beaucoup choqué la prise de position de l'exécutif sur ce sujet. Il y avait en fait 2 propositions. Soit on disait que tout le monde repartait, soit on gardait plutôt la famille, quitte d'ailleurs à réexaminer le cas et en tirer les conclusions dans le cadre du processus qui est établi d'ailleurs par le compromis gouvernemental qu'il y a eu sur ce sujet. Et d'ailleurs qui rouvre le débat actuellement. Donc aujourd'hui, vous avec le droit d'asile. Mais oui et non, parce que c'est vrai que ma formulation précise était soutien à la mobilisation lycéenne. Comme évidemment nos médias ont la capacité d'en faire un appel à la manifestation, ce qui était quand même stricto sensu pas le cas. Après, je vois effectivement l'impact que ça a eu et aujourd'hui, avec le recul, vous voyez, je vois vous sourire amusé. Vous vous dites, tiens, il est quand même, avant les fêtes, très dans les confessions. Voilà, je ne referai pas dans ces termes-là. Très bien, c'est bien compris. Bien, nous allons marquer une dernière pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle que notre invité aujourd'hui est Jean-Vincent Placé, sénateur écologiste de l'Essonne, président du groupe écologiste au Sénat. Nous le retrouvons dans quelques instants. Restez avec nous. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui, Jean-Vincent Placé, sénateur écologiste de l'Essonne, président du groupe écologiste au Sénat. Il est interrogé par Mathieu Castagnier pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier pour RCF. C'est Alain Baron qui ouvre le feu de cette dernière partie de Face aux Chrétiens pour Radio Notre-Dame. Oui, Monsieur Placé, vous avez vu récemment le président de la République, on l'a dit. Vous avez sans doute parlé de la Centrafrique. Est-ce que vous soutenez cette intervention des forces françaises sur place? Oui, je trouve que le président de la République, tant sur le dossier malien, tant que sur le dossier syrien, que sur le dossier de Centrafrique, a une stratégie, a une détermination, a une volonté. Et je trouve que je salue son travail, je salue aussi celui du Premier ministre. Et puis on a la chance d'avoir 2 grands ministres aux Affaires étrangères et à la Défense, ce qui fait que la France a, je crois, retrouvé dans le concert mondial une voix, une parole forte, une action forte. Et quand je vois la situation, moi je ne suis pas un spécialiste de la Centrafrique, donc je ne vais pas vous redire les notes que j'ai pu lire, mais quand je vois là la situation humanitaire, la situation des réfugiés, les violences, les massacres, il fallait qu'on intervienne. Alors on dit, mais pourquoi nous? Déjà, tout simplement, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons intervenir, parce que historiquement, on est là. Alors après, on peut dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? Ce sont d'autres débats. Mais on est là. Donc, quand on voit ce qui se passe, il faut intervenir. On intervient bien. Après, il faut qu'on n'intervienne pas seul. Donc, je salue l'action diplomatique là-dessus par rapport aux pays limitrophes. Et puis aussi par rapport à l'Europe. Parce que le grand vide, mais on l'a déjà dit depuis le Mali, c'est l'absence de politique européenne de défense. Et le fait qu'il faut qu'il y ait plus de partenaires. Donc, Laurent Fabius y travaille. Je crois même qu'aujourd'hui, il y a encore une réunion pour faire en sorte de voir ce que les Belges vont apporter, si j'ai bien compris, en soutien à l'aéroport, en soutien de protection à l'aéroport de Bangui. On a aussi les Polonais et les Allemands qui sont dans le soutien logistique. Soutien logistique, je vois opiner, mais désolé. Et ça, il faut que nous pesions, mais j'ai compris que c'était la volonté du président
président de la République pour organiser une Europe de la défense, une mutualisation des moyens aussi, hein, il n'y a pas de raison qu'il y ait que nous qui payons, pour faire simple, et puis au niveau de l'Organisation des Nations Unies, pour qu'il y ait une vision collective pour soutenir les interventions de pays qui historiquement ont une tradition de présence militaire, dont la France donc dans cette zone. Benjamin. Alors justement, la France quand même soutient pour l'instant l'effort principal de cette mission. Il y avait le Mali avant. On est à la veille des Européennes tout de même, à quelques mois. Qu'est-ce qu'on propose chez les écologistes pour éviter que la France soit en première ligne en Afrique sur toutes ces missions-là qui sont très périlleuses avec des massacres, oui, etc. On a beaucoup travaillé avec les Verts allemands. Nous avons chaque année un séminaire avec la direction politique des Verts allemands. Cette année, c'était à Berlin et nous les recevrons l'année prochaine. Et sur cette question, on avait fait un atelier important, pour une des premières fois, parce que il y a évidemment la culture pacifiste qui est forte dans le mouvement et que nous assumons. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour la non-violence, mais évidemment, parfois, pour avoir la paix et la non-violence, il faut justement avoir une armée capable d'intervenir. C'est d'ailleurs un des débats de la loi de programmation militaire, parce que je pense qu'on n'a pas encore l'équilibre suffisamment offensif, justement, vers les forces d'intervention rapides et qu'on maintient encore une armée traditionnelle, dont quand même l'utilité, on peut y réfléchir. Et puis je ne vous parle pas de la dissuasion nucléaire qui est extrêmement onéreuse au-delà des dangers que nous connaissons, que nous portons les écologistes sur le nucléaire. Alors avec les Verts allemands, on a discuté de l'Europe de la défense et il faut qu'il y ait, c'est-à-dire il y a eu un très mauvais signal, c'est-à-dire la dislocation de la brigade franco-allemande, il nous semble qu'il faut qu'on ait absolument une capacité d'intervention d'une force européenne significative qui puisse être en appui dans le cadre des missions sous mandat de l'Organisation des Nations Unies à la demande des pays concernés. On n'a pas, et c'est pour ça d'ailleurs, vous ne l'avez pas dit mais je le dis quand même, qu'il n'y a pas de critique sur le retour à la France-Afrique, parce que si nous sommes intervenus c'est sous mandat de l'ONU et à la demande des responsables en place actuellement qui sont contestés, qui sont d'ailleurs contestables, mais qui sont les responsables actuels. Donc c'est vraiment cette vision-là de la mutualisation et comme d'ailleurs pour la politique étrangère au niveau européen, c'est qu'on ne peut pas donner aujourd'hui une image de l'Europe seulement, ça sera un des vrais sujets, libéral et commercial. Il faut qu'elle soit environnementale, avec y compris des contraintes environnementales et sociales et de responsabilité aux frontières de l'Union européenne, et tourner aussi vers une politique commune et partagée des affaires étrangères et de la défense. Et donc nous porterons, nous, sans être européistes BA, sans expliquer que la Commission européenne est formidable, on aura beaucoup de critiques à partager avec nos amis socialistes et communistes, mais nous aurons une vision de l'Europe, y compris de l'Europe de la défense et des affaires étrangères. Mathieu Castagnier, La Croix. Sur cette question du scrutin européen qui va arriver vite, ce coup-ci, les Verts n'auront pas Daniel Cohn-Bendit, qui est un homme avec lequel vous avez eu de nombreux désaccords. Il a souvent dit beaucoup de mal de vous. Est-ce que vous pensez que les Verts, les écologistes, vont réussir à tirer leur épingle du jeu? Tout le monde promet qu'ils ne retrouveront pas la moitié du score qu'ils avaient fait la dernière fois, qui était un score exceptionnel de 16%. Est-ce que vous pensez que Daniel Cohn-Bendit va manquer aux écologistes? Daniel Cohn-Bendit va évidemment manquer aux écologistes, parce qu'effectivement, si nous avons eu des débats, mais c'est bien naturel, lui est plutôt tourné vers, par exemple, les accords à géométrie variable, parce qu'il a la tradition allemande des Länder et des accords qui ne sont pas toujours gauche ou toujours droite. Voilà, bon, c'était des débats comportés, mais sur la stratégie, c'est bien naturel. Sur différents positionnements aussi, sur les questions économiques et sociales, on a eu des débats de fond très intéressants, mais bon, ça fait partie, heureusement, de la diversité qu'il y a dans un parti politique. Après, sur l'Europe, oui, il manque. C'est une des très très grandes voix de l'Europe. C'est un candidat formidable. Moi, j'étais, même à l'époque, j'avais dit, fais ce que tu fais le mieux, soit candidat à l'élection présidentielle. Il n'avait pas voulu y aller. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on... Vous attendez à quel score pour les Verts? Et je crois qu'il y a un espace. De façon très...
très rationnelle, parce que vous avez entendu tout à l'heure les critiques que j'ai faites, y compris par rapport au message qu'on porte dans la crise économique mondiale et européenne. Donc le message écolo, il ne doit pas être idéologique, il ne doit pas donner une vision sectaire. Donc il faut donner vraiment une vision du message écolo, tourner vers l'emploi, j'ai dit, tourner vers la réduction des coûts pour les budgets des ménages. Ça, ce sont des sujets importants. Il y a des grands sujets aussi, de l'élargissement, de la question donc affaires étrangères, défense. Et je crois que tout à la fois dans l'Europe de la vie quotidienne, comme de l'Europe fédérale qui a vocation à régler les problèmes et pas devenir plus tatillonne ou plus libérale selon les cas, parce qu'on a l'impression que c'est tatillon sur la vie quotidienne des Françaises et des Français et que c'est libéral pour les grands échanges. Donc vous voyez, le discours du Front National peut se déployer. Nous, d'ailleurs, nous ferons une campagne aussi très clairement sur les valeurs de la République, les valeurs de l'Europe, de solidarité, de justice, d'aide aux plus démunis. Donc ce sera une confrontation directe avec ce que nous pensons du message d'exclusion. Vous attendez un bon score aussi bon que les 16% Et moi, j'ai bon espoir qu'on soit sans Daniel Cohn-Bendit, avec les 2 chiffres. Je me donne comme objectif les 2 chiffres, parce que d'une part, l'Europe, je crois, a besoin de notre message, et puis nous avons aussi besoin de retrouver la confiance des Français pour nous conforter, y compris d'ailleurs, je le dis, parce que les Français, s'ils veulent plus d'écologie, bon, après, on peut en penser ce qu'on veut, mais enfin, il vaut mieux voter pour les écologistes. Benjamin Rosier, RCF. Vous parliez des valeurs. Il y a une autre grande question, c'est la politique vis-à-vis des migrants, la politique de l'Union européenne. On voit avec des images filmées au centre d'accueil des migrants de l'île italienne de Lampedusa, des traitements qualifiés d'épouvantables par la Commission européenne. Elle menace de sanctions Rome. Est-ce qu'elle n'est pas un peu hypocrite quand même, la Commission européenne, sur cette question-là ? Par le manque de mutualisation sur une politique vis-à-vis des migrants. La politique vis-à-vis des migrants, elle n'est pas aisée dans les espaces contraints que nous sommes mis, y compris avec la Convention Schengen. Oui. Donc je crois que moi, elle est plutôt efficace, cette politique aux frontières de l'Europe. Je le dis aussi, on ne pourra pas mettre de douaniers ou de policiers à chaque mètre carré de notre territoire européen. Donc il y aura des flux migratoires parce qu'il y a des problèmes économiques. Sur l'ouverture de Schengen, le 1er janvier, vous êtes favorable ou vous demandez un report ? Ça va nous donner quoi, le report ? Qu'est-ce que ça va apporter ? Quels sont les problèmes qui vont être résolus par le report, à part sinon remettre encore ça dans le débat européen des 5 prochains mois pour permettre le discours de repli du Front National ? Voilà. Et je sais que c'est une position très difficile à tenir, mais d'une part, nous ne sommes pas un pays où il y a plus de flux migratoires qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne, même moins en réalité. Et ça arrange beaucoup de monde d'avoir des étrangers qui viennent, en particulier les milieux économiques, qui font tenir par les partis qui défendent un discours de repli et d'exclusion, et qui tout à la fois sont contents de trouver une main-d'œuvre qu'on trouve difficilement ailleurs pour ces prix-là. Donc voilà, donc je ne fais pas l'apologie évidemment du travail au noir. On ne ferme pas les frontières. Et en revanche, il faut une politique d'accueil et d'intégration, une politique de développement qui est faite d'ailleurs aussi par la France avec notre ministre Pascal Canfin. Donc c'est cet équilibre général entre l'aide aux pays pour se développer, pour que celles et ceux qui veulent rester chez eux, restent chez eux. Celles et ceux qui veulent venir chez nous de façon légale et qui apportent à la communauté nationale, il faut les intégrer. Et ce n'est pas parce que je suis face aux chrétiens, comme je le dis depuis tout à l'heure, que je tiens ce propos. Je l'ai tenu sur France Culture également. Moi, je salue un homme remarquable, qui est le pape François, qui a vraiment un début, j'allais dire, de mandat, mais je ne sais pas si on dit mandat. Ça n'est pas un homme politique. Un début de pontificat remarquable. Qu'est-ce qui vous plaît en lui ? Le message universaliste, l'écoute, le respect des opinions. Bon, il n'est pas allé jusqu'à dire qu'il était marxiste, bien sûr, mais je trouve que vraiment, c'est un message pour la chrétienté, bien sûr, mais pour toutes celles et tous ceux qui sont dans le champ des acteurs publics, dans le champ de la politique. Je trouve que ce sont des forts messages. Et quand je l'ai vu à Lampedusa, justement, j'ai trouvé ça admirable. Donc vous l'éliriez homme de l'année, comme l'a fait Time Magazine aussi ? Il faudrait réfléchir, mais je pense que c'était plutôt une bonne idée, oui. Très bien.
Merci à vous, Jean-Vincent Placé. Vous étiez notre invité donc, dans cette édition de Face aux chrétiens. Je rappelle que vous êtes sénateur écologiste de l'Essonne et président du groupe écologiste au Sénat. La semaine prochaine, notre invité sera François Soulages, président du Secours catholique. Ce sera donc le 26 décembre, lendemain de Noël. Nous vous souhaitons à tous un très joyeux Noël. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission sur les sites des différents partenaires de Face aux chrétiens. À la semaine prochaine. Merci.